tout ça, ça a contribué à l'augmentation du Shadow IT, qui est un petit peu un raz-de-marée lent et inexorable pour les directions informatiques et qui ne peut pas être arrêté. C'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il faut, dans nos vies quotidiennes de managers des systèmes d'information, il faut accompagner et forcément pas sanctionner. Ça ne marche pas. Or, quand vous n'êtes pas un professionnel de l'IT, c'est un petit peu comme vous vous soignez sur le Doctissimo. Ça peut marcher dans 90% des cas. Et puis, des fois, vous faites des mélanges malencontreux et vous finissez aux urgences. C'est un petit peu la même chose pour le Shadow IT. Donc, il faut accompagner cette démarche. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de l'entreprise AirSaaS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Thomas Cheffec qui est CIO du groupe Olot. Bonjour Thomas. Bonjour. Bon, Thomas, tu nous as tapé dans l'œil directement parce qu'on cherchait tout ce qu'on pouvait sur le Shadow IT, tout ce qu'on pouvait lire pour comprendre d'où ça venait, qu'est-ce qui se passait, ce que les CIO disaient. On est tombé sur ta thèse que tu as écrite en 2013. Du coup, vous avez déterré les cadavres, en fait, c'est ça? Non. On essaye de chercher là où les gens ont pris le temps de poser leurs convictions, mais aussi leur savoir-faire. Et donc, du coup, là, on va faire un podcast spécialisé Shadow IT. Comment vous le définissez, le Shadow IT, Thomas? Aujourd'hui, à l'époque où j'ai écrit la thèse, le Shadow IT, c'était vraiment le phénomène d'entreprise / sociétale qui caractérisait pour les premières fois l'utilisation de technologies non approuvées par les directions informatiques au sein des entreprises par les utilisateurs. Voilà, si on a à donner une grosse tendance. Après, on peut faire une définition moins polie. C'est qu'est-ce que ces utilisateurs viennent foutre sur nos plates-bandes qui est évidemment beaucoup moins poli. Et puis, quand on le voit du côté des utilisateurs, c'est mais pourquoi les informaticiens nous emmerdent? On ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est un peu ce phénomène que j'ai mis en exergue à ce moment-là, effectivement, en 2013, vous l'avez souligné. Ok, et donc du coup, en fait, c'est la première fois que, grosso modo, il y a les utilisateurs finaux qui poussent des solutions à l'entité ou qui, même sans le pousser, qui utilisent des solutions sans vérification, sans approbation d'une quelconque autorité, c'est ça? Alors, c'est pas vraiment la première fois, mais il y avait des travaux qui avaient été faits en 2011 et 12 par le professeur Rentrop, Christopher Rentrop, qui est à l'université de Constance, qui avait commencé à travailler aussi sur l'évaluation du Shadow IT. Mais si on veut vraiment remonter sur la première fois où le Shadow IT est arrivé, je pense que c'est la première fois qu'un comptable a eu un PC sur un bureau. Faut se rappeler les années 70 où c'était encore, on appelait ça de la mécanographie. L'informatique dans les entreprises, c'était au sous-sol parce que c'était des grosses machines. Hein. Je rappelle simplement que la société Bull et IBM, qui étaient en la matière précurseurs, Bull, ils avaient ce qu'on appelle le Gamma 60. Le Gamma 60, c'était une machine qui était de la taille d'une armoire normande, qui était au sous-sol, hyper ventilée. Et on descendait, entre guillemets, à l'informatique pour donner des traitements sur 4 perforés. Et on revenait le lendemain chercher les résultats auprès des informaticiens. Donc, c'est en fait cette capacité de calcul, elle était, on va dire, à la cave. Et puis, petit à petit, elle est remontée dans les étages. Et le jour où vraiment on a mis un PC autonome sur le bureau d'un collaborateur, je pense que c'est là qu'est intervenu le premier prémisse du Shadow IT, parce que pour la première fois, on donnait le pouvoir à une personne qui n'était pas de l'informatique de faire du traitement de données. Et c'est là que ça a commencé, en fait. Alors évidemment, après, ça s'est accéléré avec plein de technologies, toutes plus disruptives les unes que les autres. Internet et les réseaux LAN, WAN étant évidemment l'essence même de ces disruptions. Et puis plus récemment, c'est les plateformes low-code, très récemment.
où aujourd'hui, on est capable, moyennant un QI de 90, de pouvoir développer des apps sur un iPhone. Euh, voilà, donc entre les deux, il y a eu plein de petits effets de bord. Il y a eu la box que vous avez eue chez vous, où en fait le débit que vous aviez était supérieur à celui que vous aviez en entreprise. Voilà, vous avez eu plein de choses comme ça qui sont intervenues. Et tout ça, ça a contribué à l'augmentation du Shadow IT, qui est un petit peu on va dire, un raz-de-marée lent et inexorable pour les directions informatiques et qui ne peut pas être arrêté. C'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il faut, dans nos vies quotidiennes de managers des systèmes d'information, il faut accompagner et forcément pas sanctionner. Ça ne marche Ok. pas. Et donc ok pour cette un peu mise en avis ou perspective de tout, des 30 dernières, vous avez dit 1970, il faut se rappeler, moi je j'étais pas encore né, donc je l'apprends, donc c'est pas mal. Et et vous parliez d'une opposition, donc du coup d'une tension qui se crée entre les DSI et les utilisateurs finaux. Comment comment ça s'est matérialisé? Est-ce qu'il y a eu un pic de tension puis à un moment donné ça a changé? Comment cette relation un peu a évolué? Et aujourd'hui, elle en est où, selon vous, dans les DSI, dans les entreprises? Alors la tension, je ne sais pas si on peut parler à proprement de tension, mais je pense que les deux mondes, utilisateurs et DSI, ont su aussi s'adapter. Alors surtout les DSI, parce que les DSI qui étaient en poste en 1990, 2000, ils avaient des réflexes qu'ils ont dû changer. Et effectivement, quand imaginez que vous avez 40 ans en 1990, vous en avez 50 en l'an 2000 et vous en avez 60 en 2010. Donc le DSI, un peu réfractaire au Shadow IT en 1990, il a 40 ans, il est réfractaire. En 2010, il a 60 ans, il est à deux doigts de partir à la retraite et il voit des utilisateurs qui arrivent avec plein de solutions faciles, utilisables, etc. Donc ça veut dire que les utilisateurs tournent, mais les DSI restent. Et donc, les DSI ont dû s'adapter. Et ça, c'est pas facile. Ça a évidemment cristallisé un petit peu les tensions entre les managers IT qui, je le rappelle, hein, c'est assurer l'intégrité et le bon traitement de la donnée. C'est la base de notre métier. Maintenant, créer plus de la valeur avec cette data, mais on le voit, c'était d'assurer que les choses aillent bien. Or, quand vous n'êtes pas un professionnel de l'IT, c'est un petit peu comme vous vous soignez sur Doctissimo. Ça peut marcher dans 90% des cas. Et puis, des fois, vous faites des mélanges malencontreux et vous finissez aux urgences. C'est un petit peu la même chose pour le Shadow IT. Donc, il faut accompagner cette démarche. Ok. Et Voilà. donc, du coup, la compagnie elle marche bien sûr, mais disons qu'aujourd'hui, maintenant, les DSI, ils sont plus dans une opposition formelle et sur un, on va dire, à défendre leur montagne, en mode le Shadow IT ne doit pas Ouais. exister pas, ils sont plutôt dans une relation d'accompagner, donc du coup de canaliser. Oui, j'aime bien parler par image, mais le judo est une bonne image. Au judo, en fait, vous exploitez la force de votre adversaire pour en faire votre force à vous. Donc, si quelqu'un vous pousse, vous le tirez, et si quelqu'un vous tire, vous le poussez. Et c'est un peu le même jeu qui doit se faire. C'est quand quelqu'un arrive en vous disant tiens, j'étais dans l'avion, j'ai discuté avec un mec dont le beau-frère connaît un ami dont le voisin utilise tel logiciel pour faire de la gestion de planning. Premier réflexe, qui est un mauvais réflexe, c'est ah non, hein, tu vas pas utiliser ça ici. Donc le gars, peut-être qu'il va pas l'utiliser, sauf que la prochaine fois, je pense qu'il viendra pas vous voir pour vous le dire. Vous voyez. Donc, pour moi, le bon réflexe, c'est de dire ah oui, c'est quoi cette solution? Montre-moi comment ça marche. C'est d'avoir un dispositif qui accompagne, histoire de faire mettre le doigt à l'utilisateur dans un engrenage où il ne pourra pas retirer le doigt. C'est-à-dire de l'accompagner et de lui dire ok, tu as un besoin de planning, alors nous, voilà ce qu'on a en interne. Toi, tu nous proposes ça. C'est quoi le plus, le moins? Vraiment de rentrer dans un dialogue constructif. Et on va se l'avouer, hein, des fois, les utilisateurs, ils ont des super idées. Hein. Et je vous raconterai un petit peu ce qui est en train de se passer avec Olot, mais des fois, le fait d'avoir cette opposition vous sort de votre zone de confort et vous permet au final de mettre en place des choses que vous n'auriez jamais imaginées par le passé. Ok. Et du coup, par rapport à donc il y a un positionnement de la DSI qui doit en fait
être pédagogue pour l'utilisateur final pour que lui-même à la fin se pose les questions de sécurité, d'intégration et qu'il comprenne les effets de bord et qu'il soit pas juste là à Bien regarder sûr. la couverture fonctionnelle en fait de son besoin. Euh, Mhm. donc là, c'est une attitude qui fait que l'utilisateur se prend pas un stop dès le début, qui fait qu'à la fin, il y a plus de discussion. C'est C'est ça. très clair. Est-ce qu'il y a aussi un changement plus, donc ça c'est plutôt, on va dire, d'équipe à équipe, de personne à personne, une attitude. Est-ce qu'il y a un changement aussi au niveau de la gouvernance de l'entreprise ou de manière un peu plus macro? Alors, en fait, si je prends le télétravail et les RH, c'est un peu le shadow IT et l'informatique. C'est revenez 10 ans en arrière, allez expliquer à votre DRH que vous allez faire 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine à la maison et le reste en entreprise. Mettez-vous 10 ans en arrière. C'est juste, mais impensable. Eh ben, il y a un changement des mentalités au niveau RH qui sont contextuels, liés à la société, liés à la Covid, etc. Ben, l'informatique et le shadow IT, c'est pareil, c'est les choses évoluent et on se doit, nous, managers de la transformation numérique, d'accompagner ce changement. On est obligé de vivre avec notre société. On ne peut pas rester les deux pieds dans le ciment à dire non, on fonctionnera toujours comme ça, avec le pack office, et vous allez utiliser cette version, et vous allez faire ci, et vous allez faire ça. Et quand vous faites du projet, c'est avec Project et c'est pas avec autre chose. Et puis, je vous interdis de faire du mind mapping, parce que le mind mapping, vous avez la même chose sous PowerPoint. Enfin, oui, cette opposition est pas bonne et vous êtes obligé, la société de toute façon va nous tirer vers de plus en plus de souplesse. Et les systèmes d'information n'y échappent pas. Ok, d'accord. Mais là, du coup, c'est vraiment type, on va dire, le changement au niveau RH ou au niveau de la DSI par rapport à la gouvernance, par exemple, avec les autres directions, qu'on peut appeler direction métier, ça dépend de l'entreprise, mais les autres business units. Est-ce qu'il y a un changement aussi dans la gouvernance pour que l'expression de besoin se fasse différemment, les tests se fassent différemment, la qualification de solution se fasse différemment pour canaliser ce shadow IT? Alors, les choses se passent différemment, mais c'est pas pour canaliser le shadow IT. Je pense que ce qu'on fait euh, d'une manière générale sous la gouvernance projet, chez Olot y compris, hein, quand je suis arrivé, on avait une gouvernance projet niveau IT qui était pas bien claire avec les métiers. Il y avait des steering committees avec les métiers qui étaient ouais, qui était pas d'une efficacité redoutable. Les métiers étaient un peu frustrés. On a essayé d'organiser ces steering committees d'une façon un petit peu différente, avec des thématiques différentes, des approches différentes. Et ça a contribué à créer un climat de confiance qui fait que derrière, quand on collecte les projets au fur et à mesure de l'année et majoritairement après en fin d'année pour les budgets, on arrive sur une relation qui est beaucoup plus détendue, beaucoup plus constructive. Et là, les gens sont plus enclins à nous parler, à nous dire tiens, mais j'ai vu, j'aimerais bien faire ça et j'ai vu telle solution. À partir du moment où on ne se fâche pas et on lui dit écoute, tu nous as piqué notre boulot, nous, si pour ta solution, on a ce logiciel, ça cristallise forcément les débats. Donc, les entreprises évoluent dans la relation humaine. Et ça vient effectivement favoriser le dialogue entre informatique et utilisateur. Ok, très clair. Est-ce que vous auriez des exemples de jusqu'où peut aller le shadow IT en termes d'exemples un peu extrêmes, c'est-à-dire on se rend pas compte, ok, quelqu'un va utiliser de l'Excel, ça fait partie du shadow IT si on utilise des données. On va commencer peut-être avec le no-code à tester des solutions. Qu'une entité métier va acheter une solution, ça veut dire à la DSI en disant mais non, on n'a pas besoin de donner du SI et à la fin se retrouver. C'est quoi les exemples les plus extrêmes que vous avez vus ou entendu parler? Et je crois que je le cite dans ma thèse, j'ai l'exemple d'un organisme gouvernemental où l'un des départements sans consulter l'informatique s'est fait un fichier nominatif de personnes avec on va dire, des critères dans cette base de données qui n'étaient pas spécialement éthiques, y compris pour l'époque. Quand ça a été découvert, c'est à l'aune d'un audit où on a vu qu'il y avait une base Access qui traînait. Et quand les informaticiens ont ouvert la base Access, ben, ils sont tombés des nues parce qu'eux avaient déjà cette perception de la gestion des bases de données et des informations à caractère racial et religieux, là où les utilisateurs,
ça leur passait au-dessus de la tête, vous voyez. Donc ça, c'est un exemple qui est un exemple, on va dire, éthique. Et j'ai d'autres exemples qui peuvent être un peu plus catastrophiques. Vous prenez quelqu'un ça arrive tous les jours, hein, un collaborateur qui est sur un site distant, qui prend un stagiaire. Le stagiaire développe une solution qu'il a développée en Java sur son PC. Puis comme il n'avait pas de serveur à disposition, bah, il a loué un petit serveur chez Amazon. Euh, et puis l'un dans l'autre, au final, un jour, cet outil qui sert pour la production quotidienne, l'informatique fait une modification sur le réseau et bah, vous arrêtez l'usine et puis vous mettez 2 jours pour comprendre pourquoi l'usine est arrêtée, quoi. Parce qu'il y a un logiciel qui ne fonctionne plus. Pourquoi il ne fonctionne plus? Parce qu'il n'a pas les accès. Et pourquoi il n'a pas les accès? Parce que l'informatique a modifié. Et à la limite, c'est même pire, c'est que les informaticiens passent pour les méchants. Voilà. Donc là, il n'y a pas de perte d'exploitation hormis les heures d'arrêt de l'usine. Mais vous voyez à quel point ça peut être dangereux. Et des exemples comme ça, il y en a pléthore, il y en a des centaines. Vous avez des signatures de contrats qui sont un petit peu plus complexes. Vous avez les utilisateurs qui viennent voir en disant non mais là on a une solution de paye. La paye, on n'aime pas trop que ça traîne chez les informaticiens. C'est un truc en SaaS, vous n'avez rien à faire, vous inquiétez pas. Et puis on s'aperçoit en fait quand on creuse un petit peu le contrat que les SLA ne sont pas bien explicités, que le taux de disponibilité n'est pas le bon, que voilà, il y a plein de petits détails qui font que ben, vous avez besoin de l'avis d'un professionnel. Et là, ben, on s'arrête juste avant la contractualisation. Donc tant mieux. Mais pour ce sujet où vous êtes arrêté juste avant la contractualisation, il y a combien de sujets qui sont passés à la trappe? Même aujourd'hui, Cholotte, hein, moi je suis sûr que je suis persuadé qu'au banc du groupe, j'ai encore des choses à découvrir sur des petites choses que certains utilisateurs ont fait. Oui, la macro Excel, c'est l'exemple le plus flagrant, mais à la limite, il est moins méchant qu'un autre, quoi. Ok. Et, euh, par rapport à du coup à l'essor du no-code ou cette capacité à créer, à connecter des données entre elles beaucoup plus rapidement euh, et que les utilisateurs vont pouvoir avoir un produit somme toute hyper intéressant, Ouais, fini, esthétique, voilà, c'est une promesse de qualité, on va dire, de tout à service fait. importante, beaucoup plus que ce qu'était Excel où on va dire que c'était, il fallait se coltiner. Euh, Comment vous voyez l'évolution de ça et comment vous voyez le changement du coup euh, certains disent que 95% des nouvelles applications dans les prochaines années seront créées par du no-code. Et oui. C'est quoi l'impact hein, parce c'est massif. Ah ben, l'impact, on est pour moi à l'aune d'une révolution. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment on accompagne ça chez Olot, mais pour moi, c'est une vraie révolution parce que c'est de la macro Excel puissance 10, puissance 100. Parce qu'effectivement, les gens qui ont une très légère appétence pour l'informatique, et aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, tous les gens qui rentrent en entreprise, c'est des gens qui maîtrisent déjà l'informatique. Moi, je sais que dans les années 90, quand on sortait des écoles d'ingénieurs, l'informatique, c'était pas, on venait pas en cours avec son PC, on n'avait pas des cours d'informatique. Les écoles d'ingénieurs, il y en avait assez peu qui avaient une spécialisation informatique. Aujourd'hui, toutes les écoles d'ingénieurs ont une branche informatique. Vous prenez les arts et métiers, vous prenez Centrale, vous prenez n'importe laquelle des écoles d'ingénieurs, de la plus petite à la plus grande, elles ont toutes une spécialité informatique. Donc, ce qui veut dire qu'il y a les jeunes qui rentrent dans le monde du travail, c'est des gens qui sont déjà habitués à faire de l'informatique. Là où moi, je me souviens, mes premières années professionnelles en 95-2000, j'avais un gros pan de ma responsabilité informatique qui était la montée en puissance des utilisateurs sur l'utilisation des outils bureautiques, Excel, Word et PowerPoint. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des trainings en entreprise où des nouveaux entrants, on leur paye des cours d'Excel, de Word et de PowerPoint? C'est fini, parce que c'est quelque chose qui est inné et que vous prenez au fur et à mesure de votre construction étudiante. Et quand vous arrivez en entreprise, vous avez déjà ce niveau-là. Donc, vous avez cette maturité. Vous savez utiliser les outils. Vous savez utiliser la mobilité, les tablettes, les téléphones, les PC. Vous comprenez même les concepts d'Internet.
Donc forcément, quand vous arrivez en entreprise, on vous met un outil low-code sous les mains ou même zéro code, ben, vous êtes le roi du pétrole. Donc là, ça va être effectivement complexe. Le seul garde-fou, ça va être l'accès aux données. Ça veut dire qu'avec des plateformes zéro code ou low code, la question va être comment on donne l'accès aux données aux utilisateurs à travers des plateformes zéro code et no code. Ça reste le dernier garde-fou. S'il n'y avait pas ce garde-fou, ce serait vraiment catastrophique pour le moment. Donc il y a toute une éducation à faire autour de ça. Ok. Et donc du coup, en fait, la DSI, elle va être le maître des API. Et en fait, elle va faire en sorte que les applications des utilisateurs qui pourraient faire eux-mêmes et qui vont avoir besoin de ces données-là ne puissent les avoir pas avec des exports CSV, on va dire, pas en contournant ça, mais vraiment en demandant Oui, des ouais, tokens d'autorisation d'API. ouais, tout à fait. Alors, si on peut le transposer il y a quelques années avec la BI, quand vous aviez du Business Object ou du Cognos ou autre, euh, en fait, dans une boîte précédente, ce que j'avais fait, c'est que on avait des rapports BI qui étaient des rapports BI officiels, certifiés par le contrôle de gestion et par l'informatique, et tamponnés. Donc, il y avait un petit logo en haut des rapports. Et les utilisateurs, on leur avait laissé la possibilité de faire leur propre rapport, mais ils avaient interdiction de mettre le tampon IT ou finance. Et donc, quand on avait un rapport BI sous les yeux, ben, on pouvait soit dire c'est un rapport fiable parce qu'il est estampillé, il est logoté finance IT, soit c'est attention parce que l'information que vous avez sous les yeux n'est peut-être pas vérifiée, parce qu'elle est issue de la tête de quelqu'un, elle a été façonnée par quelqu'un. Donc, on donnait l'accès aux données. On disait aux gens, vous voulez jouer? Allez-y, jouez. Avec du ClickView, des choses comme ça. C'était facile de jouer. Mais sauf qu'il y avait les rapports officiels et les rapports officieux. Voilà. Donc c'est une façon d'accompagner, vous voyez, plutôt que de dire non, on vous interdit de faire des rapports. Ok, ok. Et alors, autant en consultation, en lecture, les API, OK. Par contre, des applications de code qui pourraient venir en écriture, là, ça va devenir beaucoup plus touchy, non? Eh ben non, pas pour moi. OK. Pas pour moi parce que je pense que, alors évidemment, écrire dans la donnée régalienne ERP, c'est chaud. Mais dans des bases annexes qui sont purement métiers, je pense que c'est quelque chose d'envisageable. C'est une démarche, hein. Je sais pas si vous voulez en parler maintenant, mais je pourrais vous expliquer un petit peu Ouais, allez-y, 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 super. ce qu'on est en Allez, train grave. de mettre chez Olot. Allez-y, allez-y. Si je vous resitue le contexte de l'entreprise, Olot alors, vulgairement un fabricant de nacelles. En fait, on vend des solutions de travail en hauteur, donc, qui sont majoritairement matérialisées par des nacelles jaunes, jaune-orange que vous voyez sur les chantiers. Ces nacelles sont équipées de trackers où on capte de l'information, comme sur une voiture. Cette information, on la stocke dans un cloud et elle nous permet justement de jouer avec de la donnée. Aujourd'hui, on arrive avec des utilisateurs qui ont de plus en plus besoin d'avoir accès à ces données. Donc, on a dans notre plan de transformation, et là je parle du transformation d'entreprise, notre directeur général Alexandre Sobo a souhaité il y a 2 ans et demi vraiment donner un grand virage digital à l'entreprise. Donc ça passe par deux choses. Ça passe par l'empowerment digital des collaborateurs et ça passe aussi par les solutions qu'on met en œuvre. Donc, c'est plus une simple nacelle, c'est une nacelle, on va dire, connectée. C'est plus des simples utilisateurs, c'est des utilisateurs qui sont sensibilisés au monde digital qui les entoure. Donc, en déclinaison, au niveau de l'informatique, on a mis en place moi, je suis arrivé en début 2019. Donc 2019-2020, on a fait un plan de restructuration de la direction informatique du groupe, où on a essayé de remettre des fondamentaux de base pour être une DSI, on va dire, up-to-date. Et là, on se lance dans un deuxième plan stratégique IT qui comporte 5 fondations. Et l'une de ces fondations est ce qu'on appelle chez nous User Centricity.
Et le user centricity comporte plusieurs chantiers, et l'un des chantiers est justement l'empowerment digital, où on a deux axes majeurs. Le premier, c'est l'onboarding des collaborateurs. C'est-à-dire que quand les collaborateurs vont arriver chez Olot, il y aura tout un parcours d'intégration IT vraiment dédié pour leur permettre d'être sensibilisés à la donnée, à la sécurité, à nos modes de fonctionnement, à notre ambition digitale. Donc vraiment de l'éducatif. Mais ça, c'est éducatif, on ne le fait qu'une fois, quand vous rentrez dans l'entreprise. Après, vous êtes laissé à vous-même, et quand vous avez passé 5 ans dans l'entreprise, vous n'avez pas refait de séance de IT Ignition. Donc, ce qu'on fait, c'est la deuxième partie de User Centricity. Pour les gens qui le souhaitent, on est en train de mettre en place un parcours de certification à 3 niveaux et sur 3 domaines. Donc, vous avez, quand vous avez fait votre IT Ignition, vous êtes ce qu'on appelle un collaborateur digital, un digital citizen, et vous avez eu les fondamentaux. Si vous voulez aller plus loin, faire du zéro code, c'est le niveau 1. Et là, vous allez passer 2 heures ou une matinée avec l'informatique, et on va vous expliquer quels sont les avantages du zéro code, quelles sont les plateformes de zéro code, comment faire, comment ça marche, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, vous allez faire plutôt du low code, et vous allez accéder à des bases de données en lecture. Et le niveau 3, vous allez pouvoir développer, y compris potentiellement avec des technologies de vrais développeurs, et accéder à des bases de données et créer de la base de données. Et quand je vous disais qu'il y avait 3 niveaux d'expertise, donc le niveau 1, 2, 3, Citizen niveau 1, 2, 3, il y a aussi 3 domaines. C'est qu'il y a un domaine qui est lié aux infrastructures réseau, un domaine qui est lié au développement, et un domaine qui est lié à la data. Donc la data, plus pour traiter, on va dire, les niveaux 1, 2, 3, mais au niveau de l'axe data. J'accède à de la donnée, j'analyse de la donnée, le niveau 2, et je crée de la donnée, niveau 3. Et à chaque fois, c'est de la sensibilisation, c'est des formations. Donc avec ce programme, il a plusieurs vertus. C'est que il y a déjà une vertu qui n'est pas coercitive, mais qui est vraiment éducative vis-à-vis des collaborateurs. La deuxième, c'est qu'on accompagne. Donc, quand vous accompagnez quelqu'un, c'est un peu comme un aimant. Les gens sont attirés par ça. Donc, les gens, ils n'ont aucune raison de faire les choses dans leur coin, puisqu'on va les aider encore plus à faire ce genre de choses. Et puis, l'autre avantage, et tous les DSI vont sourire en entendant ça, on court après les ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je voulais vraiment bien faire, il me faudrait embaucher peut-être 3 personnes côté data, 5 développeurs, et potentiellement 2 admin système, et puis 4 chefs de projet. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et en favorisant ça, cet esprit de digital citizen, on va se créer non seulement un panel de technologies nouvelles qui auront été apportées par les utilisateurs, non seulement des compétences à plusieurs niveaux, 1, 2, 3, maîtrisées par les utilisateurs, on va se créer une cartographie applicative vraiment précise, un peu comme les apps de l'iPhone. Vous voyez, c'est l'informatique, c'est l'iPhone, la DSI, c'est l'iPhone, et les utilisateurs, c'est les apps. Il y a des apps que vous pouvez utiliser si vous voulez, ou pas. Ce sera exactement pareil. Donc, on va se créer une cartographie applicative, et on va surtout se créer un groupe de collaborateurs qui vont être quelque part des extensions de la DSI, qui seront en maîtrise parce que contact fréquent avec l'informatique. Quand ils vont publier des apps, ils ont évidemment, comme sur l'App Store, ils auront l'obligation de les publier dans la cartographie, et avant de les lancer, évidemment, de nous en faire part. Donc, si vous voulez, tout ça, ça va contribuer à vraiment développer les capacités digitales de l'entreprise. Vous voyez ? Donc là, si je résume et je synthétise pour être certain d'avoir compris, vous avez dit les salariés, les collaborateurs ont de très bonnes idées. Il y a un essor du no-code qu'on ne peut pas empêcher, au contraire, ça peut être intéressant. Il faut créer un cadre organisationnel et de formation qui va permettre à chacune des personnes d'évaluer ses compétences, ce qu'elle a le droit de faire. Et ça, on va le mettre dans une cape et ça va nous apporter des ressources supplémentaires digitales Oui, qui vont pouvoir peut-être tester, itérer beaucoup plus rapidement. bien sûr. Et si ces applicatifs créés rentrent dans un peu l'App Store interne du no-code, ça permettra
d'avoir en fait les meilleures idées et voir si à un moment Ben, donné, il y bien a sûr, moyen d'industrialiser certaines applications qui auraient été créées, qui fonctionnent super bien, mais pour l'échelle d'après, il faudrait trouver une solution. bien sûr. Ok. Et alors, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui favorise énormément le bien-être des collaborateurs. On a un motto chez nous, c'est Together we work better. Ensemble, on travaille mieux. Euh, je vais être très clair avec vous. Comment est venu ce user centricity? Parce que il faut vraiment comprendre le fond du problème. C'est que pendant 2 ans, mes 2 premières années, je me suis aussi retrouvé face à des actes de Shadow IT. Et on a chez nous, et je lui passe le bonjour, le directeur de l'empowerment RH, qui s'appelle Didier Grivel, avec qui j'entretiens des très bonnes relations et qui me disait, il faut aller plus loin. Je vois beaucoup d'exemples dans les entreprises de l'empowerment RH qui passent aussi par l'empowerment digital des collaborateurs. Donc on a discuté. Didier a été aussi l'un des premiers à avoir des idées, de dire tiens, on pourrait faire cet applicatif, tiens, on pourrait faire cet applicatif, de ne pas avoir les moyens et de finalement trouver des plateformes zéro code ou low code. Et là, je parle de Power Apps pour ne pas le citer, où il dit mais c'est génial, pourquoi on ne fait pas ça? Et donc avec Didier, on a eu un débat très, très sociologique et passionné, non pas sur la techno elle-même, mais sur ce qu'allait engendrer ce phénomène. Et je pense que si Didier n'avait pas été là, le user centricity, je le faisais dans 2 ans. Vous voyez? Ouais, Et bien donc sûr. cet échange culturel qu'on a eu fait qu'on a accéléré le mouvement. Et aujourd'hui, Didier est partie prenante de ce dispositif User Centricity, parce que vous comprenez bien que derrière, il y a des implications organisationnelles qui sont énormes. Parce qu'il faut évidemment l'accord du manager pour que le collaborateur puisse le faire. Il y a un minimum de temps. Parce que si votre collaborateur, je dis n'importe quoi, qui est aux achats, il passe 3 jours par semaine à faire du développement alors qu'il est censé faire des appros, voilà, il y a aussi quand même quelques limites. Mais Ce que entre. j'allais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, déjà, dans l'agilité des entreprises, le temps des collaborateurs métiers passé sur l'expression de besoin, le cadrage, la relation à la SI, c'est souvent un point de tension organisationnelle parce que eux, ils doivent produire, ils doivent créer, donc du coup, c'est des objectifs qui sont plus compliqués à atteindre. Et donc, du coup, en fait, vous allez accélérer la pression là-dessus. Donc, ça nécessite un Bien sûr, très, très gros leadership RH de l'ensemble du comité de direction sur cette stratégie-là, quoi. tout à fait. OK. Voilà. Alors après, dans User Centricity, on a évidemment bien d'autres choses. On n'a pas que ça, mais je voulais vraiment focaliser sur ce point-là parce il est terriblement d'actualité et il est terriblement redoutable pour entre guillemets, contrer le phénomène du shadow IT qui est effectivement la thématique du jour. Super intéressant, super intéressant. J'avoue que ça a l'air sexy et hyper puissant. Ne peux m'empêcher sur mon côté un peu, pas forcément pessimiste, mais plutôt peut-être de notre côté sur la réalité des entreprises d'aujourd'hui. La majorité des entreprises sont encore en difficulté dans l'allocation du temps métier pour le cadrage de besoins et la mise en place de solutions SaaS, où normalement le temps à passer est peut-être des fois un peu inférieur au no-code où il faut tout construire et que donc du coup ce changement à la structure LRH s'il vient pas vraiment de manière massive, ça va être compliqué pour avoir une structure comme vous avez créé ou que vous êtes en train de créer dans tous les cas avec vos équipes et comités de Mm. direction. Mais ça donne une direction hyper intéressante. Oui, et puis je pense que ça contribue. Enfin, je pense que sans du tout les dénigrer. Je veux dire, avant, j'étais DSI du groupe Gerflor et du groupe Aldes précédemment. Et alors, c'est autre temps, autre mœurs, autre société. Mais c'est des choses qui, pour moi, à l'époque, n'auraient pas pu se faire parce que pas mûr, pas dans le mood de l'entreprise. Ça doit aussi, ce genre de choses se fait. Et puis aussi, je veux dire, la Covid a énormément changé la donne sur le travail en entreprise. Il y a quelque chose qui s'est libéré sur le laisser faire, le faire confiance aux collaborateurs. Lâcher des collaborateurs
entre 2 jours et 5 jours par semaine en home office, c'est quelque chose qui a, je pense, aidé aussi à libérer un peu, à donner de l'air aux entreprises. Et aujourd'hui, on peut le faire, on peut faire ce user centricity parce que je pense que je suis dans la bonne entreprise avec le bon mindset, avec cet esprit d'oser et du travailler ensemble qui est tout à fait compatible avec cette ambition du user centricity. Si vous voulez faire du user centricity dans d'autres structures, et là pour le coup je ne cite pas du tout Gerflor et Adles, hein, bien sûr, mais je connais des collègues DSI qui sont empêtrés avec un PDG très arrêté sur certaines idées, notamment au niveau du SaaS, vous l'avez cité, où c'est la politique du no SaaS. C'est on achète tout, ça crée des assets pour l'entreprise. Le SaaS, voilà, c'est coûteux et ça sert à rien. Mais quand vous êtes DSI dans une structure comme ça, allez vendre du user centricity. C'est mort, vous ne pouvez pas. Donc, je pense qu'il faut avoir une maturité d'entreprise, une maturité des collaborateurs, une maturité du bien travailler ensemble, du laisser faire pour que ça marche et pour que ça prenne. Mais ces entreprises, de toute façon, seront condamnées dans les 5-10 ans à venir à de toute façon shifter. Ce n'est pas possible autrement. Et par rapport donc on a bien compris la technique, les enjeux humains, organisationnels. Sur la partie technique, hein, la capacité à avoir vraiment un SI full API au final, hein, parce que sinon le no-code ne fonctionnerait pas ou pas assez bien. Comment vous êtes pris pour vraiment APIser tout le SI et le faire en sorte qu'il puisse vraiment être la donnée accessible et on va dire dans une agilité permanente, j'imagine. Ouais, alors je vais être très clair. Les idées vont plus vite que les actes. On n'est pas dans un SI full APIisé. Ok. Mais toutes les solutions qu'on met en œuvre depuis 2 ans, voire un petit peu plus, tendent vers cette APIisation du système d'information du groupe, évidemment. Aujourd'hui, de moins en moins, on aurait tendance à faire des choses monolithiques et cloisonnées. On a aussi dans notre plan strat un gros axe sur le travail de la data. Oui, fonctionner par service, par API, c'est quelque chose qui va se faire naturellement, tout comme aujourd'hui, ça se fait naturellement pour nous de passer par du SaaS. Aujourd'hui, jamais on se pose la question de dire SaaS ou pas SaaS dans un projet. Euh, si la solution est en SaaS, OK, elle est en SaaS. Si elle est on-premise, elle est on-premise. Mais enfin, je veux dire, le débat est fini là-dessus. Il y a de plus en plus de solutions en mode SaaS. Donc, naturellement, la tendance va vers le SaaS. Eh ben, la tendance ira aussi vers l'APIisation du système d'information. Hein. Je crois que c'est le Club Med qui avait à vérifier hein, dans vos sources, mais ils avaient de la S400 et quand vous voyez Club Med ERP à S400 et vous voyez l'aspect funky du Club Med, du site web accessible avec des services, il y a un gap entre les deux. Et je crois que leur DSI, il a justement créé un frontal qui permettait de contourner cette lourdeur de la partie ERP et justement de rendre les développements web complètement souples tout en gardant ce back-office rigide. À vérifier hein, sur peut-être avec eux, mais c'était pour moi un très bon exemple de souplesse. Mais de plus en plus, les DSI vont se tourner vers ce genre de solutions. C'est inéluctable. C'est super intéressant. Mais je pense qu'au final, c'est clairement une évolution. Ce qui freine et ce qui prend du temps, c'est une évolution de la culture des gens, des organisations. Et les technologies sont plus rapides que nous. Mm. Et en fait, les entreprises qui vont sûrement gagner, ce sont celles qui culturellement évoluent le plus rapidement vers les technologies ou la possibilité d'utiliser ces technologies de manière efficiente et qui apparaît sur le long terme. Oui, alors pour moi, ce qui va vraiment créer de la valeur et qui va vraiment différencier les entreprises, ce que j'appelle les entreprises ISO, quand vous prenez Olot et ses concurrents, Gerflor et ses concurrents, Alès et ses concurrents, c'est l'utilisation des nouvelles technologies et de la data générée.
parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a le produit lui-même, mais il y a tous les services que vous vendez autour du produit et la facilité autour du produit. C'est-à-dire qu'acheter aujourd'hui une voiture, c'est bien. Ce qui vous fait rêver, c'est une Tesla. C'est pas une Renault qui va vous faire rêver. Et donc, c'est ça. C'est demain, comment on utilise à la fois les nouvelles technologies et à la fois la data pour créer cette valeur de service supplémentaire qui fait que vos clients vont se tourner vers vous plutôt que vers vos partenaires. Euh, voilà. Ça, pour moi, c'est la vraie bonne définition du digital en entreprise. C'est d'aller vraiment créer de la valeur par la data et par les services. Et les services, c'est évidemment l'interconnexion. On le voit sur les nacelles holotes, on a mis un tracker, on récupère les infos sont cloudisées. Voilà, on vend du service à nos clients derrière, de la supervision de flotte, du géotracking, etc. C'est ça qui va créer la valeur. Parce que quand vous êtes un client loueur de nacelle, ce qui vous intéresse, c'est la rentabilité de votre équipement. Et pour avoir la rentabilité de votre équipement, on ne va pas se leurrer, c'est l'analyse de la data, la rentabilité de votre équipement, qui vient créer votre rentabilité de loueur. Donc, si demain, vous êtes un loueur de nacelle et que vous ne proposez pas de solution connectée, vous êtes mal barré. Bah écoutez, Thomas, c'était super intéressant. Ça me paraît un bon point de conclusion. C'était super précis. Merci aussi pour nous ouvrir un peu les chakras sur les organisations DSI entreprises avec le no-code. C'est un peu l'évolution de la thématique sur le Shadow IT. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à tous. Bon, mais j'espère que vous avez aimé ce podcast. C'est super intéressant de voir après le Shadow ID l'explosion du no-code et quel est l'impact que ça peut avoir sur l'organisation. D'ailleurs, ça pourrait être top de faire un podcast ou même une série d'épisodes sur le no-code dans nos entreprises et dans nos DSI. Si vous avez des contacts, écoutez, je suis preneur. Et comme toujours, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, ça nous aide énormément. Et ciao!